À suivre à l'entame de cette édition, l'adresse du cardinal Jean Zerbo et du ministre des Affaires religieuses à la communauté chrétienne à l'occasion de Noël ou la naissance du Christ. L'événement sera célébré demain, dimanche 25 décembre. Dans leur vœu de joyeux Noël, les deux personnalités prônent la communion des cœurs et des esprits pour un Mali réconcilié. Bonne nouvelle pour les malades dialysés. 3 unités de dialyse verront bientôt le jour à Bamako. La première pierre des infrastructures a été posée par la conseillère spéciale du président de la transition. L'action s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Un mot de culture dans ce 20h avec le lancement à Koutiala de la deuxième édition du festival Nampung qui signifie étranger en Sénoufo et à Milianka. L'événement consiste à cultiver l'hospitalité, gage de brassage culturel. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, ce message du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à la communauté chrétienne. À l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité, il me plaît au nom de tout le peuple malien et de son gouvernement et en mon nom propre d'adresser à la communauté chrétienne mes vœux de bonheur, de prospérité, de concorde et surtout de pardon. Puisse cette fête de Noël servir d'opportunité de cohésion et de réconciliation dont notre pays a tant besoin. Message signé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La communauté chrétienne célèbre demain 25 décembre Noël ou la naissance du Christ. À cette occasion, le cardinal Jean Zerbo et le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes se sont respectivement adressés à la communauté chrétienne. Dans leur vœu de joyeux Noël, les deux personnalités prônent la communion des cœurs et des esprits pour un Mali réconcilié. Suivons la synthèse des deux adresses avec Fadimba Keïta. La naissance de Jésus-Christ ou de Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous est un précieux cadeau du Seigneur à l'humanité. La venue du Messie devient une autre lumière qui illuminera désormais le monde jadis dans les ténèbres. Fête de joie, Noël invite les hommes à être des miséricordieux. C'est la fête, c'est l'anniversaire de l'entrée de ce Fils unique dans tout le monde. Noël, c'est notre volonté d'accueillir ce don précieux de Dieu, un sauveur. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin surtout en ce moment où nous sommes partagés entre désespoir et espérance, à cause de l'insécurité, de la précarité, de toutes les difficultés que nous vivons au quotidien, la cherté de la vie. Il est parmi nous et pour nous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour nous sauver et faire de nous des membres authentiques de son peuple. Et comme le dit Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, Dieu s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Pourquoi donc? Pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Faire le bien, n'est rien d'autre que chercher à imiter Jésus lui-même, qui selon les actes des apôtres n'a fait que du bien. Partout où il passait, il faisait le bien. C'est le souvenir que ses disciples, ses apôtres, ses amis, ses frères et sœurs, ses témoins ont gardé de lui. Le premier responsable du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes, dans son message de vœux de Noël à tous les chrétiens du Mali, les exhorte à plus de prières pour l'atteinte des objectifs des missions de la transition, à savoir la paix, la refondation, la cohésion sociale entre toutes les communautés du pays. Je saisis cette occasion exceptionnelle et merveilleuse de la nativité du prophète Jésus pour vous présenter mes vœux le meilleur. Bonne joyeuse fête de Noël. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Puisse la commémoration de la venue au monde du prophète Jésus ranime en nous le feu de la foi qui est menacé de s'éteindre. Chers sœurs et frères en Dieu, prions le Tout-Puissant pour que la célébration de Noël 2022 fortifie davantage les Maliens et les Maliennes dans la foi, l'espérance, la charité
et les incite à marcher ensemble, main dans la main, dans un esprit de pardon mutuel et de réconciliation. Le prophète Jésus, messager de la paix, a toujours prôné le message de paix, d'amour du prochain et de miséricorde. Notre pays, le Mali, qui est notre héritage commun à nous tous, a plus que jamais besoin de cette paix. Je formule donc mes vœux que la grâce de la célébration de cette fête de Noël ravive dans le cœur de tous et de toutes l'espérance d'un Mali où les différentes crises ne resteront plus qu'un triste souvenir. Prions pour que Noël 2022 comble nos aspirations et nous apporte plus de bonheur. Kita. Partons en première région pour mieux cerner l'histoire de Dinguira, située à quelques kilomètres de Caille. C'est Monseigneur Magloire Bartet, lors de sa visite à Caille, qui a pu obtenir auprès d'un administrateur colonial un domaine à Dinguira. Ainsi, l'endroit fut exploité à travers la construction d'une église, d'un pensionnat, entre autres. À l'initiale, à quoi servait cet endroit construit par les missionnaires? La réponse dans ces dossiers signés Kansutu Kanouté. Nous sommes ici à Dinguira, village situé à 42 km de Caille, sur le domaine qui fut attribué à Monseigneur Magloire Barté, venu de Saint-Louis au Sénégal, par colonel Bonnier, administrateur colonial, le 6 septembre 1893. Ce domaine de 40 hectares situé entre le fleuve, la voie ferrée et une île était destiné à la création d'un centre où seront formés des agriculteurs qui constitueront une communauté chrétienne afin de s'installer dans le dit village. Dinguira a été voulu par les pères spiritains, arrivés en 1888. Et ils sont arrivés où il y avait les conquêtes de Samori. Et en même temps, il y avait encore la question de l'esclavagisme au niveau de la sous-région, où les gens qui venaient faire des razzias pour pouvoir acheter des esclaves. Donc ils ont commencé à Kita, bien sûr, et l'administration coloniale étant à Caille ici, ils ont pu aussi trouver des jeunes au niveau de Médine qui ont été des gens rachetés. Et ajouté à cela, il y avait aussi des maladies qui ont fait des orphelins. Donc c'est en ce sens qu'ils ont créé Dinguira comme un lieu qui devait abriter tous ces jeunes. Après l'établissement de l'œuvre du Dinguira, le 6 septembre 1893, commencèrent alors les grands travaux de construction, à savoir la construction d'une chapelle, d'une cuisine, d'une école, d'un bâtiment pour l'accueil et pour les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, basée à l'époque à Kita, d'un pensionnat et d'une église dédiée à Notre-Dame de la Merci. Toutes ces constructions ont été maçonnées en pierre et en chaux grâce à la découverte à 900 mètres du site d'une immense carrière de calcaire. Novembre 1893, ils ont commencé la construction du bâtiment d'accueil qu'on appelle la maison des pères, qu'on appelle aussi dans notre langage le presbytère. En 94-95, ils ont construit les cuisines, le magasin, l'école, la maison des enfants qu'on appelait en ce moment orphelins. Et leur esprit aussi, c'était d'avoir une génération de chrétiens persuadés que c'est seul dans l'industrie et l'agriculture que l'on peut s'en sortir. En 1895-96, les sœurs sont venues de Kita et ils ont construit la maison des sœurs plus un pensionnat pour les filles. La mission de Dinguira était une dure épreuve qui demandait une période d'acclimatation de 3 à 4 semaines, laquelle était souvent funeste pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans à cause de la forte chaleur, les maladies telles que la fièvre jaune, entre autres. Si vous venez sur ce site à partir de 13h, surtout au mois d'avril, vous allez avoir de grands chocs si c'est votre première fois. Donc c'était un site assez hostile pour les prêtres et aussi c'était le temps de la fièvre jaune. Donc beaucoup de prêtres sont morts ici, beaucoup de sœurs sont morts ici. Donc face à ces difficultés, Rome lui-même a demandé le transfert entre les pères du Saint-Esprit qui étaient là
et les pères blancs. Parce que les pères blancs sont formés justement pour l'Afrique seulement. En novembre 2013, quand j'ai été pour la première fois pour prier sur les tombes, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Tu vois, des gens qui sont venus de la France, et je me suis dit, en 1893, ici, Dingira, ça devait être, je ne sais pas, il devait y avoir des animaux féroces, il devait y avoir beaucoup de choses, mais ils sont venus. Alors je me suis dit, c'est certainement des hommes et des femmes de Dieu. Parce que je me suis dit, quitter l'Europe en ce moment-là, ils pouvaient mieux vivre chez eux là-bas, mais ils ont accepté de tout quitter. J'ai lu dans les archives, j'ai vu qu'ils ont marché à pied, ils ont pris les pirogues, tous ces trucs-là pour venir. J'ai dit, là, vraiment, il faut avoir quelque chose dans son cœur, avoir foi en Dieu pour venir ici en 1893. Malgré ce climat très hostile, plusieurs prêtres se sont succédés sur ce site qui, depuis 2016, est devenu un lieu de pèlerinage. Au niveau du diocèse de Caille, nous avons profité de l'année de la miséricorde annoncée par le pape François pour décentraliser et créer des lieux de pèlerinage au niveau du diocèse de Caille. À cet effet donc, des travaux de réhabilitation du bâtiment pour l'accueil sont en cours et un centre de formation a été créé. Les pères spiritains avaient rêvé de développer notre zone, notre milieu, et je me suis dit, mais pourquoi pas? Nous aussi, à notre tour, on fera ce que nous pouvons faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai dit, bon, l'œuvre de Dingira est œuvre spirituelle, œuvre culturelle, œuvre de développement. Donc, j'ai dit, on va essayer de faire au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé à faire la rénovation de la maison des pères spiritains qui ont commencé là. Maintenant, il y a un projet de pouvoir aussi rénover la question de l'église et aussi les pensionnats. Nous avons essayé de monter de petits projets pour donner à des partenaires de financement, et plus particulièrement la Fondation Jean-Paul II au Sahel, qui a commencé les premières activités au niveau du centre à financer. Son financement a commencé par ces petits projets de réalisation d'abord d'une clôture pour une superficie de 6,5 hectares, la maison de gardien, le magasin, poulailler, la bergerie, le périmètre maraîcher, la pisciculture pour l'élevage de poissons, et aussi il y a la porcerie qui est derrière nous pour l'élevage des porcs. La reconstruction de l'église de Notre-Dame de la Merci verra bientôt le jour. La fête de Noël se prépare à Kita. Les fidèles chrétiens font le dernier réglage pour réussir la fête. Notre équipe de reportage dirigée par Mamadou Ali Bari a fait un tour dans la ville pour faire le constat. Suivant. Dans de nombreuses familles chrétiennes comme celle de Dina, les fidèles mettent les petits plats dans les grands pour réussir la fête de Noël. C'est rose, la maison est parée aux couleurs de Noël. Tout est fin prêt pour accueillir les visiteurs et permettre à la famille de passer de bons moments. Noël, c'est une fête. Et la fête commémorative de la naissance de Jésus-Christ. À Kita, ça se fête bien. Les préparatifs commencent une semaine avant. L'église, les femmes se chargent du nettoyage de l'église, de la cour, plus les enfants aussi. Nos parents qui sont à Bamako, dans les autres localités, viennent, on se retrouve en famille et on fête Noël. Chez nous ici, la fête de Noël se prépare aussi comme toutes les autres années, même s'il y a un peu d'ambiance par moment. Ça dépend aussi de l'année. Cette année, nous remercions Dieu vraiment pour ses grâces. Nous avons passé une année 2022 en santé, sous sa protection divine. Nous avons pensé que cette année, la fête, ça va se passer de façon pas trop extravagante, surtout le contexte que nous vivons au Mali. Malgré le peu d'affluence au grand marché, certains parents se débrouillaient pour l'achat de nouveaux habits pour les enfants et les condiments. La discussion sur le prix des articles semble houleuse entre clients et commerçants. La famille Dina se souvient des discussions. Nous sommes aux préparatifs de la fête de Noël
Nous venons de sillonner le marché. Nous avons vu que le marché est vraiment cher. Tout est cher. Bon, cela est dû à quoi? Cela est dû au problème que nous voyons actuellement. Nous sommes obligés de faire la fête, donc on va acheter. Ce qui fait la puissance de Noël, c'est Jésus-Christ qui devrait vraiment ôter le péché du monde, a été crucifié, est mort et ressuscité le 3e jour. Donc Noël, c'est comme le premier pas, c'est l'humilité. L'humilité, parce que si tu vois s'il y a litige entre deux personnes, celui qui s'humilie et fait le premier pas. La fête de Noël, c'est l'avènement du Fils de Dieu qui vient dans le monde. Le Fils de Marie. Et nous, les chrétiens, nous reconnaissons en lui le Sauveur du monde, et Jésus-Christ. C'est l'anniversaire de sa naissance que nous célébrons à Noël. C'est un grand événement, je dirais l'événement inouï, jamais égalé, et qui est le plus grand des événements, si bien que ça vaut la peine de fêter cet événement et de se remémorer de cela chaque année. À l'occasion de la fête de Noël, je souhaite à tous et à toutes dans la région de Kita un joyeux Noël. Pour la communauté chrétienne en général et celle de Kita en particulier, mes vœux de longévité, de prospérité et de paix. La ville de Kita est déjà dans l'ambiance de Noël. Les fidèles prévoient des séances de prière, de bénédiction et des activités de reconnaissance au Seigneur. Des séances de prière et de bénédiction seront faites dans les églises et paroisses pour non seulement implorer le Seigneur, mais aussi pour éteindre les foyers de tension. En somme, une fête de Noël dans un Mali apaisé. À présent, ce communiqué, l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d'année. En raison du caractère festif de leur utilisation, les pétards et autres feux d'artifice constituent un danger pour la sécurité et la quiétude des populations. En outre, ils peuvent être à l'origine d'incendies pouvant entraîner des dégâts matériels et humains souvent très importants. Ainsi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance de la population que l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de sécurité veilleront à l'application stricte de la présente mesure et les contrevenants s'exposeront à des sanctions. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension et la franche collaboration de la population et en appelle à l'esprit patriotique de tous. 10 travailleurs de la Cour suprême ont été décorés hier. Ces travailleurs ont reçu le grade de chevalier de l'ordre national et le mérite national avec effigie Lion debout. Le parcours de ces différents récipiendaires est perçu comme un modèle de courage, d'abnégation et surtout un sens élevé de responsabilité selon le président de la Cour, Mamadou Fane. La Cour suprême récompense ces travailleurs les plus méritants. Ces travailleurs ont fait preuve de professionnalisme, de sens élevé de responsabilité dans les missions à eux confiées. Ils sont 5 agents à recevoir la distinction de chevalier de l'ordre national du Mali et 5 autres ont reçu la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. C'est pour nous un sentiment de fierté et immense honneur de recevoir cette haute distinction de la République, de nos chefs et des autorités de la transition. Nous disons ainsi merci à la République et merci à ceux qui ont contribué dans l'ombre à ce que nous fassions partie de cette promotion des distingués. La décoration à ce rang constitue pour nous une reconnaissance, un immense honneur et aussi un encouragement à poursuivre un engagement commencé il y a déjà plus de 30 ans. La justice, il faut le souligner, ne doit pas rester en marge de l'œuvre de refondation nationale tant réclamée par le peuple malien. Elle doit donner le meilleur exemple en termes d'intégrité et de probité morale. J'encourage les récipiendaires à persévérer
sur la voie tracée pour la construction nationale. Ces différents récipiendaires ont fait preuve de bon comportement professionnel dans leur travail et surtout un degré de patriotisme avéré selon le président de la Cour suprême. En visite au Mali, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Ce déplacement se situe dans le cadre de la concrétisation des actions de partenariat déjà établies entre les deux pays. Plusieurs projets ont fait l'objet de suivi. Pour plus de détails, écoutons le vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Dr Mehdi Safari, au micro d'Abdul Karim Kaba. Je suis là pour faire le suivi des recommandations de la commission mixte dont les réunions se sont passées lors de cette dernière visite. Donc je suis là pour mettre en œuvre ces différents accords qui ont été signés avec la partie malienne. Depuis que je suis là depuis hier, j'ai rencontré le Premier ministre, son Excellence Dr Choguel Kokala Maïga, en présence de certains ministres. On peut travailler dans beaucoup de domaines comme la technologie, la médecine, la coopération médicale, surtout les équipements médicaux, la pêche, l'agriculture. Lors de la rencontre avec son Excellence Dr Choguel Kokala Maïga, j'ai dit que l'Iran est disposé vraiment à apporter tous les soutiens nécessaires au Mali. Et il y a aussi autre aspect, c'est la formation des cadres maliens en Iran, dans le domaine des techniques, dans le domaine de la santé animale, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de la communication aussi. Donc je souhaite vraiment que nous puissions aller de l'avant avec ces différents projets. L'Iran a acquis beaucoup d'expérience dans tous ces domaines-là. Et l'Iran est vraiment disposé à transférer ce qu'elle a acquis dans ce domaine, à partager son expertise avec le Mali et faire aussi le transfert de la technologie envers le Mali. Le Mali est un partenaire stratégique pour l'Iran et l'Iran partage les trois principes énoncés par son Excellence M. Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires du Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Le potentiel de la coopération économique et commerciale entre l'Iran et le Mali est vraiment grandiose. Nous souhaiterons que dans quelques années, ce potentiel puisse se transformer dans de vraies opportunités, que nous puissions travailler à peu près avec 100 millions de dollars américains dans les échanges entre les deux pays, d'année en année. Sur invitation du général de division El Mokhtar Boulé Chaban, chef d'état-major général des armées de la République islamique de Mauritanie, une délégation militaire de haut niveau conduite par le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali, a effectué une visite de travail et d'amitié en Mauritanie du 19 au 23 décembre 2022. Les deux chefs d'état-major ont eu des entretiens au cours desquels ils ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. Ils ont également passé en revue dans tous les aspects, bien sûr, de la coopération militaire entre les deux pays avant, bien sûr, de co-présider une séance de travail. Autre temps fort de ce déplacement, le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, a été reçu par le ministre de la Défense nationale de la Mauritanie. Cette visite a été sanctionnée par la signature d'un communiqué conjoint par bien sûr les deux parties. C'est parti à Bamako pour une semaine de loisirs de l'enfance. Cette semaine lancée ce vendredi regroupe les tout petits autour du thème « Le rôle des jeux dans le brassage des enfants » organisé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers la Cité des enfants. Cette activité doit permettre aux bénéficiaires de développer leur intelligence. Koumba Sissé. Quoi de plus beau et de plus plaisant que de créer un espace de loisirs pour les enfants? À la cité dédiée aux tout-petits, autrement dit la Cité des enfants, la direction de la structure vient de lancer une semaine pour leur épanouissement dénommée Célébat 2022. Cette deuxième édition offre une opportunité aux enfants de se connaître. Grâce à cette activité, on rassemble les enfants de beaucoup d'écoles pour les amener ici. Et aussi, il y avait des écoles même que je ne savais pas qu'ils existaient. C'est aujourd'hui seulement que j'ai su ça. Alors, je suis très heureux de cette journée-là. Les activités de cette semaine sont entièrement financées par l'UNICEF, un partenaire qui est toujours aux côtés des enfants. C'est toujours dans cette perspective de promotion des droits de l'enfant que l'UNICEF appuie entièrement cette deuxième édition du Célébat. Une activité qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action
2022 de la Cité des enfants et vise à contribuer principalement à l'occupation saine du temps libre des enfants, d'une part, et d'autre part, à mobiliser les acteurs intervenant dans le domaine de l'enfance, des vertus du jeu dans un espace inclusif et protecteur. Le jeu au centre de cette semaine n'est pas fortuit car il développe la créativité de l'enfant. Le développement de l'enfant est un processus complexe qui se réalise dans le temps à travers notamment l'environnement familial, scolaire et communautaire. La semaine des loisirs de l'enfance de Bamako offre aux enfants l'opportunité de se découvrir, de créer une saine émulation et de cultiver l'esprit de créativité à travers des jeux modernes et traditionnels, ainsi que d'autres activités interactives. Les enfants des différents établissements scolaires de Bamako, ceux vivant avec un handicap, les pionniers, le prytanée militaire, sans oublier l'orchestre instrumental de la Cité des enfants, étaient tous présents pour donner un éclat particulier à la cérémonie d'ouverture de la Célébat 2022. 3 nouveaux centres de dialyse verront bientôt le jour ici à Bamako. La première pierre des infrastructures a été posée aujourd'hui par la conseillère spéciale du président de la transition. C'était au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. L'action s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Noum Sissoko. En dépit des efforts des pouvoirs publics pour la prise en charge des patients sous traitement dialyse, des difficultés demeurent surtout en termes de mobilité des patients, d'où l'idée de la dialyse au plus près des malades qui se traduira par la réalisation de 3 centres de dialyse dont la première pierre vient d'être posée dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se diversifient en apportant des réponses concrètes aux préoccupations de l'heure. Dans le but de rapprocher la dialyse aux personnes qui en ont besoin, une décentralisation s'avère nécessaire aujourd'hui. Le président de la transition a décidé, dans le cadre de ses œuvres sociales, de mettre à la disposition des populations du district de Bamako 3 centres de dialyse, dont un au centre de santé de référence de la commune 5, la rive droite, un à l'hôpital du district de la commune 4, la rive gauche, et un au centre médico-chirurgical des armées en commune 3 du district de Bamako. Ces centres seront construits, équipés avec des machines modernes, d'une capacité chacun de 13 lits, extensibles à 25 lits, avec des salles d'urgence et des salles VIP, bien sûr avec un personnel qualifié. La réalisation de ces centres de dialyse doit permettre la prise en charge d'un grand nombre de patients sous traitement dialyse, selon le ministre de la Santé et du Développement social. Cette donation vient à point nommé car elle va renforcer considérablement le plateau technique des différentes structures de santé pour l'amélioration de la qualité des services offerts à la population, notamment les patients sous dialyse. Cette initiative du président de la transition contribue également à la politique de prise en charge des malades sous dialyse, enclenchée par le département de la santé, selon le ministre. La direction régionale de la santé de Kidal a doté en médicaments et équipements de protection individuelle. La donation est à l'actif de l'Organisation mondiale de la santé OMS et elle a coûté plus de 61 millions de francs CFA. Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Atayoub Ag Mohamed. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de procéder à la remise de médicaments, de consommables médicaux, du matériel et des équipements de protection personnelle aux différents districts sanitaires de la région de Kidal. C'est le lieu pour moi de remercier au nom de la population de la région de Kidal et au mien propre les partenaires techniques, financiers de l'OMS, mais aussi et surtout tous les autres partenaires de la région pour ce geste. Cette œuvre d'un fidèle partenaire sanitaire de la région est estimée à plus de 61 millions de francs CFA et elle s'inscrit dans le cadre de l'appui au gouvernement du Mali dans le cadre de la réponse aux urgences sanitaires. Ce lot de médicaments, c'est pour faire face aux épidémies et catastrophes. C'est aussi également pour faire face également à la prise en charge du paludisme, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.
mais aussi également de préparer les équipes techniques sanitaires de la région également à se préparer mieux également face aux épidémies et catastrophes. À noter que cet appui vient à point nommé au moment où la région de Kidal fait face à un nombre croissant de personnes déplacées dans notre région. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 315 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 2 patients sont sous traitement. Je vous l'annonçais tout à l'heure sur invitation du général de division El Mokhtar Chaban, chef d'état-major général des armées de la République islamique de Mauritanie. Une délégation militaire de haut niveau conduite par le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali, a effectué une visite de travail et d'amitié en Mauritanie du 19 au 23 décembre 2022. Les deux chefs d'état-major ont eu des entretiens au cours desquels ils ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. Ils ont également passé en revue tous les aspects de la coopération militaire entre les deux pays avant de coprésider une séance de travail. Autre temps fort de ce déplacement, le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, a été reçu par le ministre de la Défense nationale de la Mauritanie. Et cette visite a été sanctionnée par la signature d'un communiqué conjoint, bien sûr, par les deux parties. Bamako a abrité bien sûr le jeudi dernier la deuxième édition de la rencontre des communes minières du Mali, organisée par la Fondation pour le développement au Sahel. Elle se tient dans le cadre de la phase 2 de la promotion de la paix au Sahel. Fadima Keita. Il y a assez de supputations autour des titres miniers au Mali. C'est afin de surseoir aux multiples conflits récurrents liés à la gestion des dix titres que la Fondation pour le développement au Sahel FDS axe cette deuxième édition sur la mise en œuvre du Code de 2019. Le processus d'attribution et de gestion des titres miniers, les expériences des collectivités dans la collaboration avec les détenteurs des permis de petites mines sont entre autres les sujets au centre des échanges. L'atteinte des objectifs de la phase 2 de la promotion de la paix au Sahel est liée à la gestion des conflits. Après un certain nombre d'années, nous nous sommes rendus compte que maintenant, dans nos zones d'intervention, on est arrivé à asseoir un début de paix. Il s'agit maintenant de faire en sorte que cette paix que nous avons pu instaurer dans les zones d'exploitation aurifère, donc que cela soit promis par des actions de développement, mais aussi la création des cadres de concertation réguliers entre les différents acteurs. Il ne doit pas y avoir de problème quand on détient un permis légal, précise le représentant du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il y a toute une démarche à faire. Si vous remplissez les conditions, il n'y a pas de problème, le titre vous sera délivré et signé par le ministre. Et c'est bien d'édifier les élus communaux par rapport au titre, comment est-ce qu'il faut l'obtenir et si tu l'obtiens, quelles sont les prérogatives que tu as. Présentement, nous sommes à la deuxième phase dans ma commune. Pour le moment, je n'ai pas de difficultés parce que tous les permis qui sont là, les détenteurs sont tous des Maliens. Bien vrai que leurs partenaires sont des Chinois, mais les détenteurs sont des Maliens. Dans les communes minières ou zones d'intervention, la Fondation pour le développement au Sahel FDS mène ses activités dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'environnement, de la gouvernance et de l'analyse budgétaire, entre autres. Plus de 500 millions de francs CFA, c'est la somme investie par le Conseil malien des transporteurs routiers pour la construction de son tout nouveau siège. Le joyau qui vient d'être inauguré à Hippodrome en commune 2 du district de Bamako vise à fructifier les activités relevantes de la fêtière des transporteurs routiers. Mariam Koulibaly. Bâti sur une superficie de 756 mètres carrés, le joyau architectural offre au Conseil malien des transporteurs routiers l'ensemble des avantages liés à un meilleur cadre de travail. L'immeuble, qui contient une trentaine de bureaux, est financé à hauteur de 589 182 633 francs CFA sur budget propre du CMTR. Au-delà de la dignité que nous confère et de son caractère honorifique, cet immeuble permettra d'offrir aussi à l'ensemble du personnel y travaillant un cadre idéal et propice à la créativité et à la rentabilité, car on ne réfléchit pas de la même manière
dans un taudis que dans un palais. A-t-on l'habitude? Le bâtiment qui abrite désormais les services de l'organisation consulaire marque un nouveau départ. Départ qui cadre bien avec les initiatives du développement. Ce joyau du jour est une marque de confiance, un emprunt qui prouve l'avancement, le développement du secteur. Des occasions comme celle-ci, j'aimerais en avoir tous les jours parce qu'elles dénotent une vision prospective, une ambition louable, un esprit d'initiative avéré et un sens aigu de la responsabilité. La ministre des Transports a ensuite félicité les bureaux exécutifs du Conseil malien des transporteurs routiers pour la réalisation effectuée et invité l'ensemble des transporteurs à faire de la nouvelle infrastructure leur maison commune. Le mouvement patriotique pour le renouveau Faso Yélé MPJ a tenu ici à Bamako sa toute première conférence nationale. Cette rencontre a été une occasion pour ses membres de faire le bilan de ces 2 ans d'existence. Boubacar Kanouté. Cette première conférence nationale du MPJ, Mouvement patriotique pour le renouveau Faso-Yélé, a mobilisé ses militants venus de toutes les régions du pays. L'occasion pour le directeur du parti d'édifier les délégués sur la vision et le combat du parti qui demeure un Mali prospère, uni dans sa diversité culturelle et linguistique. Les ténors du parti, portés sur les fonds baptismaux, il y a 2 ans, appellent les Maliens à accompagner les autorités de la transition pour la mise en œuvre des réformes en cours. Je vous invite donc tous à profiter des travaux pour accumuler ce qu'il faut d'idées, d'expériences, de stratégies, afin de réussir vos missions à la base, au bénéfice du mouvement patriotique. Aucun groupe, aucune entité, à lui seul, ne peut tirer ce pays du trou. Cherchons le plus petit dénominateur commun entre nous dans l'union et l'inclusivité pour réussir le pari de cette transition. Nous devrons rester unis, déterminés derrière le colonel Assimi Goïta. Plusieurs associations et mouvements partagent la vision du mouvement patriotique pour le renouveau Faso-Yélé, le dénominateur commun étant le Mali. Le MPJ est né des centres du grand rassemblement des forces patriotiques du 5 juin 2020. Le MPJ est un parti d'avant-garde pour la refondation du Mali. Le président de la jeunesse MPJ ainsi que la présidente des femmes du mouvement ont exhorté les militants à soutenir les initiatives du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour l'émergence du pays. Un ordinateur portable à une enveloppe de 100 000 francs CFA, c'est la composition du prix de l'espoir et de l'excellence. Il est décerné au lauréat du DF de 2022. Cet événement qui a sa 2e édition est initié par la Fondation Soumaïla Cissé. Il vise à stimuler l'excellence à l'école. Batraoré. Nanyuma Diabati du Britannique militaire de Kati est première nationale au DF session de 2022. Son camarade Omar Diakité du Cap de Bangoni est premier du district de Bamako avec une moyenne de 17,65. Ces jeunes scolaires, comme d'autres qui se sont illustrés au DF en 2022, viennent de recevoir des prix. Ces prix sont mis en jeu par la Fondation Soumaïla Cissé pour promouvoir l'excellence au sein des établissements scolaires. Chacun des lauréats reçoit un ordinateur, une enveloppe symbolique de 100 000 francs CFA. Qui cherche la perfection obtient l'excellence. Forte d'une telle conviction, la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence a, en l'espace d'une année, élaboré et mis en œuvre un certain nombre de projets qui consacrent cet engagement. Au niveau des élèves, l'organisation de modules d'initiation à l'informatique, la mise en place des cours préparatifs dans les disciplines scientifiques, la distribution de matériel informatique, l'accompagnement scolaire des lauréats. La première nationale au DF remercie la Fondation pour cette initiative alors que le premier du district de Bamako lance un appel à ses camarades. Au nom de mes camarades, je tiens à remercier les responsables de la Fondation tout en vous promettant que nous continuerons à mouiller le maillot pour conforter la confiance que vous avez placée en nous. Permettez-moi, chères sœurs,
de vous adresser également toutes mes félicitations au nom des autorités de la transition pour les résultats engrangés par votre jeune fondation en si peu de temps. Je puis vous rassurer que le département de l'Éducation nationale sera toujours à votre écoute et vous accompagnera dans cette aventure généreuse de promotion de la scolarisation des enfants et particulièrement de la promotion des filles. Les lauréats du Tombouctou au compte de l'édition de 2021 ont reçu chacun une enveloppe contenant 100 000 francs CFA. L'Office national des pupilles en République du Mali a tenu ce vendredi sa 5e session ordinaire placée sous les signes de l'espoir retrouvé. Au cours de cette session, une mention spéciale a été adressée au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement personnel auprès de la structure. Boubacar Kanouté. L'Office national des pupilles en République du Mali est la consécration de la reconnaissance et de la responsabilité assumée de la République vis-à-vis de ses fils et filles tombés en servant la nation. L'ONAPIMA est chargé de répertorier les enfants éligibles au statut de pupille, de leur garantir les droits qui confèrent ce statut et de leur porter une assistance adéquate à travers un bon suivi. Le défi de l'immatriculation est relevé, assure la directrice générale au cours de cette 5e session de la structure grâce aux efforts du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous avons au total immatriculé 1231 pupilles, dont 287 nouveaux depuis le 2 septembre 2022. Et enfin, 127 viennent d'être adoptés au Conseil des ministres, ce qui nous donne un total de 1356 pupilles, dont 134 pupilles de l'État. 427 familles de pupilles ont reçu la visite des agents de l'ONAPIMA. 287 pupilles ont eu la chance d'être reçues par le président, le colonel Assimi Goïta. 1,100,470,000 francs CFA ont été notifiés et engagés. Les actions vont se poursuivre au bénéfice de cette frange car il s'agit d'un devoir de mémoire, martèle le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. L'existence de l'ONAPIMA, en plus de la volonté politique, procède aussi de cette volonté d'appuyer l'égalisation des chances pour plus de justice sociale et d'équité pour ces enfants. Au cours de cette session de l'ONAPIMA, les administrateurs ont examiné et adopté le procès-verbal de la 4e session ainsi que le rapport d'activité 2022 et le programme opérationnel 2023. En 4e région, le projet d'appui à l'accès à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire a tenu une session ordinaire. La rencontre vise à faire le bilan du projet. Kandesila. Cette session du comité de pilotage du projet d'appui à l'accès à l'éducation des enfants affectés par la crise sécuritaire dans les académies d'enseignement des régions de Ségou et Mopti, élargie aux principaux acteurs, vise d'une part à faire le bilan des activités du projet qui arrive à terme après un an de mise en œuvre, mais d'autre part consolider les acquis. Ce projet d'urgence a été exécuté sur le terrain par un consortium d'ONG, Amapros Gaz Mali, OMAS avec l'appui financier de Corded, une organisation néerlandaise. En 12 mois d'intervention, le projet PACS sur les 45 243 enfants âgés de 6 à 17 ans a pu faire jouir leurs droits à l'éducation 41 878, soit 92,56%, à travers les radios de proximité et 14 666, dont 772 filles et 694 garçons à travers l'approche École Amis des enfants. Outre les cours à distance, 4 espaces appelés espaces Amis des enfants ont été installés sur les sites de déplacés où les enfants reçoivent des cours sur place. Et 150 femmes vulnérables des 4 sites du projet ont bénéficié d'un montant global de 6 millions de francs CFA pour des activités génératrices de revenus afin de soutenir l'éducation. C'est un projet très innovant et qui répond favorablement à une des préoccupations vraiment des plus hautes autorités
particulièrement dans les domaines de l'éducation. J'avoue que globalement, nous avons une très bonne appréciation du projet. Des acquis certes qui méritent d'être consolidés. C'est pourquoi une des recommandations majeures de cette rencontre est la poursuite des activités de ce projet, voire la multiplication de telles initiatives. L'ADEMA, PASJ, les partis humanistes et les RPM, dans des communiqués déposés à la rédaction, souhaitent un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. Informer et sensibiliser les unions et fédérations de mutuelles sur le Fonds national de garantie sociale, c'est l'objectif d'un atelier de 3 jours. Le présent atelier est initié par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire et regroupe les participants venus de Douanzan, Badiangara et Mopti. Idrissa Keita. Le Fonds national de garantie sociale vise à assurer la solvabilité des mutuelles sociales, unions et fédérations mutuelles, afin de prendre en compte les besoins de santé des personnes travaillant dans le secteur informel et du monde agricole. En initiant cet atelier, la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire entend outiller les participants pour une meilleure compréhension du Fonds national de garantie sociale. Il faut qu'il y ait un mécanisme permettant aux mutuelles de se prendre en charge en cas de problème, en cas de difficulté financière, en cas de défaillance. C'est pourquoi nous avons organisé ces journées d'information pour mettre en place au niveau du Mali ces fonds de garantie. À travers les cotisations que toutes les mutuelles vont contribuer à 3%, c'est une sorte de réserve qui va les permettre de survivre. La stratégie d'extension de la couverture maladie au secteur agricole et informel par les mutuelles de santé, son plan d'action et la nouvelle approche de mise en place des mutuelles de dimension cercle sont entre autres sujets au centre de cette rencontre de 3 jours. Je tiens à remercier tous les partenaires et demander d'accompagner davantage le mouvement mutualiste dans son développement pour qu'à terme, les populations puissent bénéficier des mécanismes de protection fiables contre la maladie, en espérant que les échanges vont renforcer vos capacités à aller vers une mutuelle par cercle en vue de l'opérationnalisation du RAMI. Cet atelier regroupe une 50aine de participants issus des unions et fédérations de mutuelles sociales des régions de Douanzan, Bandiagara et Mopti. Direction Koutiala pour parler de la 2e édition du festival Nampung. Ce mot signifie étranger en Sénoufo et en Minyanka. L'événement consiste à cultiver l'hospitalité, gage de brassage culturel. Brema Kone. Nampung est un vocable commun au Mianka et au Sénoufo qui signifie étranger. La 2e édition de ce festival indiquant l'hospitalité légendaire de Mianka de la région de Koutiala vient d'être lancée. Des beignets de haricots remis au ministre en charge de la culture dans le vestibule du patriarche de Ouattara constitue la symbolique du Nampung. La galette d'haricots qu'on appelle communément chez nous songomi, ça c'est le symbole même du Nampung. Et aujourd'hui, lors du lancement du festival, j'ai vu une belle mobilisation, j'ai vu l'enthousiasme de la population de Koutiala. Le Miankala, connu pour sa riche culture, sa traditionnelle hospitalité, comme le démontre ce festival autour du concept Nampung, qui symbolise, l'a-t-on rappelé tantôt, l'hospitalité, l'amitié, l'amour de l'autre, le vivre ensemble, la cohésion sociale, la tolérance. Le festival Nampung, c'est aussi un rempart pour la sauvegarde du riche patrimoine culturel. Ainsi, le Nyoro de Djaramana, le Sagré de Sanguila, le Togna de l'Eleni, le Mpolon de Srakile sont entre autres œuvres artistiques à travers lesquelles les Mianka expriment leur volonté de sauvegarder les valeurs ancestrales. Le Nampung dans notre milieu est l'un des meilleurs moyens pour consolider et amplifier les valeurs ancestrales des Mamala que sont la solidarité sociale et le respect de la dignité humaine, gage de la paix. Le Nampung se veut un festival de brassage culturel. C'est ce qui justifie les prestations d'autres communautés vivant à Koutiala. La visite des stands était l'un des temps forts de cette cérémonie de lancement du festival Nampung. Plusieurs activités artistiques, culturelles et touristiques sont au menu de ces rendez-vous du donner et du recevoir.
À présent, la page sport, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Fazani Toukara. Alors, la page de sport, nous commençons cette page de sport par le volleyball, notamment les championnats nationaux et Coupe du Mali qui ont démarré aujourd'hui au Palais des Sports, Salamatou Maïga. Eh bien, 3-7-0, c'est le score qu'on peut retenir des 3 premières rencontres chez les dames. En effet, l'AS Minute Logement a dominé les joueuses de Ségou par ce score de 3-7-0. Le centre de formation de volleyball de Daourabougou a également battu l'AS Commune 4 par ce score 3-7-0. C'est le résultat entre l'ISFAS et l'AS Commune 5 à Messieurs ce soir. L'AS Minute Logement a battu Ségou par 3-7-1. Dans le duel des communards, la Commune 5 l'emporte devant la Commune 6, battue par 3-7-1. La journée d'aujourd'hui s'est achevée chez les hommes avec la rencontre Koulikoro-Isfas et l'Isfas l'emporte par 3-7-0. Les championnats nationaux et Coupe du Mali se poursuivent au Palais des Sports Salamatou Maïga. Eh bien, à handball, demain, c'est à donner le coup d'envoi du championnat national cadet. Et c'est ici à Bamako. Donc, en plus des équipes du district de Bamako, il y aura la participation des régions. Ce qui est une première dans cette compétition. Pour plus de détails, suivons les explications du lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara. Il est le président de la Fédération malienne de handball. Cette année, on a voulu élargir aux régions. Parce qu'habituellement, on fait des compétitions de jeunes uniquement pour les jeunes de Bamako. Donc, ce qu'on peut appeler première, c'est parce que les régions seront impliquées cette fois-ci. Donc, on a dénommé ces tournois, les tournois Habib Sissoko, président du comité olympique et sportif du Mali. C'est pour vulgariser davantage les handball, conformément à notre programme d'action qu'on a établi depuis notre arrivée. On a tout de suite eu la visite du président de la Confédération africaine de handball, avec qui on a décidé de mettre en place un plan de handball pour les jeunes. Donc on va certainement faire un programme qui va intéresser les écoles. Donc c'est un prélude à ce plan, puisque le plan n'est pas tout à fait validé d'abord. On a décidé de faire ce tournoi pour voir un petit test au niveau de nos ligues et voir comment ça évolue. Après on va aller dans les cercles et ainsi de suite. Partout où il y a des écoles, on va essayer d'aller là-bas. À présent, en attendant la 9e journée du championnat national de Ligue 1, l'AS Real de Bamako est seul en tête après 8 journées disputées. Ils sont suivis, les joueurs de Real sont suivis de Rouge de Bamako, le Duluba C qui compte 16 points. L'ASCO est juste derrière avec 15 points. L'AS Bakaridjan de Braouli est au pied du podium avec 14 points. La zone rouge est respectivement occupée par l'Union sportive du Sac de Kita, 6 points, et le Olympique, 4 points. La 9e journée démarre lundi 26 décembre, donc avec 3 matchs. Eh bien, bravo donc aux Scorpions de Bamako qui sont en tête avec 8 points. Merci Abdul Karim Kaba pour ces informations. Merci bien. Et bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. Prenez bien soin de vous. C'est la fin de cette édition. Que le bon Dieu nous assiste.